Vous, Élysée, est-ce que justement c'est à Paris qu'on devrait entendre que le président serait candidat ou pas? Pourquoi est-ce que le fait qu'il n'ait pas parlé à Paris, cela attire en tout cas l'attention des uns des autres? Ah ben bon, c'est de bonne guerre. Vous savez qu'il y a certains qui estiment que le président Ouattara est à la solde de la France. Donc à chaque fois qu'il doit prendre une décision qui soit stratégique, il doit consulter la France. Donc pour eux, évidemment, il serait question d'évoquer soit sa candidature probable, aller prendre soit l'autorisation ou le non-recevoir auprès de Macron. Certains le disent dans une certaine presse et dans certains milieux, je dis politiques. Donc, c'est bien évidemment que ceux qui le disent attendaient un retour de là-bas. Mais pour nous qui sommes plus ou moins lucides, on sait que la logique voudrait que s'il y a une candidature annoncée, comme cela a été fait en 2020, ce soit fait soit devant le Congrès, voilà, à Abidjan d'abord, et que cela se fasse soit devant le Congrès ou bien vraiment dans une circonstance beaucoup plus solennelle. Mais ce n'est pas à l'étranger, dans un pays qu'on ira dire que je suis désormais candidat ou pas. Donc ça, en tout cas, comme je le dis, pour ceux qui étaient lucides, ils savaient qu'aucune annonce ne viendrait dans ce sens-là de Paris, quoi. Et que l'Élysée a évoqué donc du réchauffement de l'axe Abidjan-Paris. On connaît les relations que unissent le président Ouattara et le président Emmanuel. Les relations n'ont jamais été froides? Ah non, du tout. C'est des relations qui ont toujours été au beau fixe, qui ont toujours été, j'allais dire, entre deux chefs d'État qui s'apprécient mutuellement et qui travaillent la main dans la main. Aïcha le disait, la Côte d'Ivoire reste l'un des derniers précarés de la France, depuis justement ces soubresauts que nous constatons en Afrique subsaharienne, avec la volonté des États à passer à une autre relation avec l'Occident. Et donc, j'ai pu comprendre que la présence du président Ouattara à l'Élysée et autour de ce sapide dîner qui lui a été offert par le couple présidentiel français, a été donc l'occasion pour le président Ouattara d'évoquer tout ce que mes prédécesseurs ont soulevé comme préoccupation, dont la question de l'AES, de son départ donc de la CEDEAO et la répercussion de la crise de l'AES au niveau des autres États de la CEDEAO et dont particulièrement la Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a dit, qui abrite aujourd'hui 65 000 réfugiés venus du Mali et du Burkina que nous logeons, que nous nourrissons dans le nord du pays. Ouais. Mais au-delà de cet aspect, il y a la question centrale de l'élection de 2025 qui aujourd'hui préoccupe l'ensemble des Ivoiriens, mais également nos partenaires bilatéraux, dont la France particulièrement. Et donc, comment l'élection va se passer? Et certainement, le président Ouattara a eu l'opportunité de rassurer le président Emmanuel Macron de sa volonté de faire en sorte à ce que justement l'élection soit très apaisée. Et nous espérons qu'au niveau, au niveau national, au niveau local, les choses se passeront comme nous le souhaitons. Mais il faut retenir que les rapports bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et la France, depuis le premier président de ce pays, en passant par le président Bédié et même le président Gbagbo, quand on a écouté un monsieur comme Bourgui, qui nous a révélé certains pans essentiels des rapports entre la France sous la gouvernance du président Gbagbo jusqu'au président Ouattara, on se rend bien compte qu'à tous les niveaux, eh bien, les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays ont joué véritablement dans une certaine forme de coopération, gagnant-gagnant entre la France et la Côte d'Ivoire, mais très souvent aussi, et ça je le dis de façon claire et distincte, au détriment de notre État, à l'exclusion de ce que nous constatons ces derniers temps. Très bien. À la suite de l'appel de Beaunois, le président Laurent Gbagbo doit maintenant œuvrer au rassemblement de toute l'opposition autour de l'essentiel. Créer les conditions d'élection inclusives, libres, transparentes et pacifiques, afin de rendre possible l'alternance politique en octobre 2026. Moi, je note déjà qu'avec cet appel, on pourrait dire qu'aujourd'hui, de façon formelle, nous sommes autour de 3 appels de l'opposition. Le premier appel, celui de Mme Simone et Yves Gbagbo, qui a eu lieu à Beaunois. En 2024. Il y a eu l'appel de M. Laurent Gbagbo à Beaunois, dans le même Beaunois. Et cette fois-ci, il y a cet appel-là de Pascal Affi-N'Guessan. Mais je voudrais bien poser, j'étais bien curieux de voir quelle est la réponse que Pascal Affi-N'Guessan donne à l'appel et de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo. Parce que c'est aussi important. C'est vrai que vous faites un appel, vous demandez
aujourd'hui que Laurent Gbagbo prenne sa place en tant que leader historique de l'opposition, pour rassembler l'opposition. Mais Laurent Gbagbo à Beaunois, il y a quelques mois en arrière, vous a tendu la main. Mais il n'a pas dit non, on se rappelle bien qu'il n'avait pas dit non. Non, je sais, il n'a pas dit non, mais il n'a pas encore dit oui. Vrai ou faux? Qu'ils observeront le contenu. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Toujours est-il que le constat que moi je fais quelques mois après, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration formelle ni un communiqué qui nous dit que le FPI a répondu oui à l'appel de Laurent Gbagbo. Quoiqu'une délégation du PPACI se soit rendue auprès du FPI. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, on a constaté un certain rapprochement entre ces deux formations politiques-là au niveau de leur leader, bien évidemment. D'ailleurs, la dernière fois, Jean-Gervais Thiédé, dans l'une de ses interventions, disait que bientôt, ils vont se rencontrer. En tout cas, ils sont en train de travailler à créer une rencontre, en tout cas, entre les deux leaders, à la demande, bien évidemment, de M. Pascal Affi-N'Guessan. Donc aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir quelle réponse le FPI donne donc à cet appel de Beaunois avant de venir lancer un second appel, ou du moins un autre appel au président Laurent Gbagbo de venir réunir, je dirais, l'opposition politique. Mais à cette question même, je pense que Laurent Gbagbo a déjà répondu, le président Laurent Gbagbo a déjà répondu. Il a dit que son rôle, ce n'est pas de réunir la gauche, son rôle, ce n'est pas de réunir l'opposition. Son rôle, c'est d'aller aux élections, de gagner les élections. Et ça pose des questions, parce que je me pose la question de savoir aujourd'hui, pendant que lui, il appelle Laurent Gbagbo à venir réunir la gauche, ou bien du moins l'opposition, pour pouvoir porter les revendications hautes, mais le président Laurent Gbagbo a une préoccupation majeure pour laquelle il attend aussi du soutien, celle-là de son inscription sur la liste électorale. Qu'est-ce que les autres partis disent par rapport à ça? Est-ce que le soutien dont il a besoin, il le reçoit? Est-ce que le Rassemblement pour une alternance pacifique, inclusive et démocratique, donc le RAPID, que le président Pascal Affi-N'Guessan suggère donc que le président Gbagbo puisse porter, est-ce que ce RAPID-là ne pourrait pas porter peut-être cette doléance-là? Mais ce RAPID-là même, là, je dis que le président Pascal Affi-N'Guessan lui-même, diagnostiquant l'opposition, met déjà à mal même ce RAPID. Pourquoi? Mais je vous prends ses propos. Ah oui, je vais vous prendre ses propos. Il faudrait que je le lise rapidement parce qu'il faut il faut des verbatims parce qu'après, il ne faut pas qu'on me traite d'avoir interprété. Allez-y, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « L'opposition ivoirienne ne se donne malheureusement pas les moyens de jouer le rôle que la nation attend d'elle. Les petits calculs personnels et égoïstes, les démarches solitaires fondées sur des ambitions sectaires. » Il a fustigé en fait ça. Voilà les propos il fait un diagnostic. C'est vrai qu'il appelle le RAPID, mais en même temps qu'il appelle le RAPID, il fait cet appel-là sur la base d'un constat. C'est qu'aujourd'hui même, pour lui, l'opposition, en réalité, ce qui se cache derrière ses propos, c'est que l'opposition, au regard de la trajectoire empruntée aujourd'hui, c'est pas une trajectoire qui est de nature à rassurer quant à ce que cette alternance qu'il appelle de ses voeux soit une réalité. Donc ça veut dire même déjà, d'un premier temps, il y a un véritable problème. Un problème de cohésion, un problème, je vais dire, d'être sur la même longueur d'onde au niveau des différents partis, parce que les préoccupations sont diverses et divergentes. Pour le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, sa préoccupation majeure, son inscription sur la liste électorale. Pour le FPI, il faut que le président Laurent Gbagbo vienne et qu'il l'encadre et qu'il réunisse l'opposition pour avancer. Pour certains, au niveau des partis politiques, il faut qu'on fasse la révision et la réforme de la CEI. Bon, vous voyez que les préoccupations divergent. À quel moment on se réunit autour d'une préoccupation centrale et que nous portons et qui nous amène à aller véritablement discuter avec le pouvoir? Très bien. Donc ça aussi, c'est des réponses qui, je pense, sont attendues. À dire vrai, et si nous nous en tenons donc à l'histoire des élections en Afrique et même partout dans le monde, nous avons souvenance que lorsque les partis d'opposition partent divisés à une élection face à un régime au pouvoir aussi rassemblé... Pascal a utilisé le mot redoutable. Ah ben non, mais le mot même n'est pas assez fort. Parce que nous avons des représentations de nos structures en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons des représentations sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement dans les régions et les départements. Donc vous êtes très informés, Ah oui, nous sommes largement informés sur la représentativité réelle des partis politiques au niveau de l'échiquier. Oui, sur l'échiquier national. Qu'en est-il? Et dire que le RHDP a une représentation effective sur l'échiquier national, ce n'est pas faire injure à quelqu'un. C'est tout simplement alerter les partis d'opposition à se réveiller. Parce que, remarquez très souvent, toute la lutte des partis de l'opposition se passe dans Abidjan et dans les villes environnantes. Vous pensez qu'ils sont endormis, les partis d'opposition? Mais bien évidemment. Là, on parle de rassemblement. Citez-moi un seul parti de l'opposition depuis un an qui parcourt le nord, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Citez-moi un seul parti de l'opposition qui parcourt l'ouest tout le temps, comme le fait le RHDP sur l'ensemble du territoire national. Les gens sont là, ils dorment.
ils font des déclarations et puis ils pensent que c'est ça qui les amènera à arriver au pouvoir. C'est archi faux. Il faut être structuré et ce n'est pas à moi, Marius, comme moi, de faire cette injure à un grand monsieur comme monsieur Laurent Gbagbo qui connaît la réalité de la politique en Afrique. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut, effectivement, il faut ce rassemblement. Mais je peux vous dire que est-ce que l'appel de M. Afin N'Guessan sera entendu quand on sait que depuis même l'avènement de M. Laurent Gbagbo, il ne l'a même pas encore rencontré, ne serait-ce que pour se dire bonjour. Mais on sait que les relations se sont réchauffées un peu. Il y a eu l'appel auquel le président du FPI... Je vous dis qu'ils ne se sont même pas rencontrés, ne serait-ce que pour se dire bonjour. Mais les délégations se sont rencontrées. C'est tout vous dire. Il n'a même pas rencontré celui-même avec lequel il a fait la prison toute sa vie au niveau à l'international. On parle de Charles Blé Goudé. Bien entendu. En parlant du président Gbagbo. Et malheureusement qui a sollicité une telle rencontre. Bon, M. Afin N'Guessan en appelle donc à la volonté de M. Gbagbo de rassembler l'opposition, pas parce que lui, Afin N'Guessan, ne pourrait pas le faire. Mais il a bien été clair, il a dit pour la simple raison que M. Gbagbo occupe le grade le plus élevé pour avoir été l'opposant historique contre le président Houphouët-Boigny, pour avoir occupé les fonctions de chef d'État, de président de la République, et pour avoir vécu cette lutte politique depuis des luttes qu'aucun homme politique, en dehors de lui, de l'opposition, a eu à connaître. Alors, il demande à ce que le président Gbagbo fasse comme le président Bédié à l'époque, qui avait réussi à justement regrouper l'opposition. Sommes-nous dans le même contexte? Ça s'impose au président Gbagbo, ça s'impose à lui de rassembler autour de lui l'opposition, parce qu'il ne pourra pas lui seul et son parti, le PPACI, gagner une élection en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Hier, pour sa chute, il a fallu que le PDCI et le RDS se mettent ensemble pour gagner les élections. Aujourd'hui, pour faire tomber le RHDP, il faut que le PDCI, le FPI, le PPACI et le MGC, y compris le COGEP et autres partis politiques de l'opposition, se mettent ensemble. Tant qu'ils n'auront pas réussi à le faire, eh bien, je crois dur comme fer que ce serait difficile pour eux d'atteindre leurs objectifs. Je crois que le plus important, ou du moins ce qui sera l'avantage de l'opposition, ce serait vraiment des partis rassemblés. Est-ce que c'est possible en réalité? Justement, c'est là que j'allais en venir. Mais le problème, faut pas. Je pense que le contexte du temps du président Bédié, l'actuel n'est pas le même. Au temps du président Bédié, quels sont ceux qui constituaient cette opposition-là? Il y avait le président Bédié, il y avait le président Pascal Afin N'Guessan eux-mêmes, qui, lui, avaient été retenus comme candidat, au même titre que le président Bédié. Donc, le président Bédié étant le doyen et au regard de sa stature, vraiment naturellement se positionnait comme celui-là qui dégageait au niveau de l'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez dans l'arène, c'est vrai, Laurent Gbagbo qui reste un politique historique, ça c'est clair, mais vous avez un Thiam qui aujourd'hui suscite une certaine passion autour de lui, qui suscite aujourd'hui une certaine aura de la part d'une partie quand même de la population. Et aujourd'hui, je l'ai dit il y a quelques mois sur ce plateau, est-ce que vous pensez objectivement que le président Thiam voudrait se mettre dans les rangs derrière Laurent Gbagbo? C'est la question justement que je lui posais. Justement, derrière Laurent Gbagbo, comme chef de l'opposition, je n'en suis pas très sûr. Il suffit juste de voir un peu, souvent les discours qu'on entend émanant de chaque état-major, ce n'est pas très évident. Voyez-vous un Laurent Gbagbo se mettre derrière avec Thiam comme leader de l'opposition? Je n'en suis pas aussi très sûr, comme je le dis, en regardant ou en se référant au discours qu'on attend venant des états-majors. Donc ça me paraît vraiment un peu difficile. Le contexte n'est pas du tout le même comme celui de 2020 et ça, il faut déjà qu'on l'enregistre. C'est pourquoi je dis, il ne faut jamais, jamais, jamais continuer à bâtir sur des certitudes du passé parce que la réalité, elle est mouvante. Et tout autre. Tout évolue. Donc, on ne peut pas se dire, parce qu'on était hier comme ça, aujourd'hui, on va le faire. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il faut arriver à créer un cadre de concertation permanent. Entre les différents partis. Est-ce que ce cadre, il existe en réalité? Justement, c'est pour cela peut-être qu'il demande le rapide, la création du rapide de ce rassemblement-là, Élysée. Mais oui, pendant que le rapide est en train de se rassembler, je suis d'accord. Déjà, même quand on se rend compte que l'appel déjà lancé par le président Laurent Gbagbo, ça a fait pratiquement près de combien de mois? Je pense qu'on est autour de 7-8 mois, qui n'a pas encore eu de retour. Mais ce rapide-là, à quel moment on va y répondre? Peut-être qu'au moment où on y répondra, on sera en train de partir faire le premier tour des élections. À ce moment, ça aura servi à quoi?